À l'entame de mes propos, je tiens aussi à remercier le Centre québécois des études sur les recherches en eau pour l'occasion et l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui de nous prononcer sur un sujet portant sur la gouvernance du fleuve Niger dans le contexte des changements climatiques. Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation que Valérie vient de faire. Et je remercie aussi tous ceux qui ont pris leur temps à s'inscrire, qui sont en ligne ou ceux qui cherchent à être en ligne avec nous pour cette présentation. Alors, d'emblée, je vais vous faire dérouler le plan de présentation. Alors, il serait d'abord question de présenter de façon générale le fleuve Niger avant de parler de gouvernance, avant de parler de contexte des changements climatiques. Il serait important de présenter le cadre général du fleuve Niger. Et en deuxième lieu, de présenter aujourd'hui le contexte de cette gouvernance du fleuve Niger et rappeler les cadres de gestion. Nous aurons l'occasion de rappeler les cadres de gestion et aussi les différentes utilisations qui sont faites, et aussi soulever les structures, les différentes structures, que ce soit au niveau du bassin, au niveau du sous-bassin, au niveau des États, au niveau local, quelles sont les structures qui interviennent dans le cadre de cette gouvernance. Alors, en cinquième lieu, nous allons rappeler les défis colossaux liés au changement climatique. Et ensuite, en sixième position, rappeler les quelques moyens d'atténuation de ces effets du changement climatique. Et enfin, nous allons conclure ensemble avant d'ouvrir les questions. Alors, devant vous, nous voyons le fleuve Niger, un peu les différents États riverains. Le fleuve Niger qui prend sa source à Farana, en Guinée, qui traverse Dine et Sable avant de se jeter dans l'océan Atlantique au Nigeria. D'abord, il faudra rappeler que le nom Niger vient de la langue portugaise, qui veut dire Rio Negros, ça veut dire en portugais le fleuve des Noirs. Donc, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est de dire que ce fleuve est partagé entre 9 États. Donc, 9 États, un seul bassin et un destin commun. Donc, vous allez voir un peu le pourcentage de la partie parcourue par le fleuve dans chacun de ces États. Le Nigeria qui a la grande part, 32%, suivi du Mali à 29%, du Niger à 22%, suivi de la Guinée, 5%, le Burkina Faso et le Cameroun qui ont chacun 4%, et enfin le Bénin et le Tchad qui ont chacun 1%. Donc, c'est ce qui voudra dire que le fleuve Niger appartient à 9 États. Qui dit 9 États dit forcément 9 souverainetés. Donc, forcément, il va y avoir des questions de coopération entre ces États. Nous aurons bien sûr l'occasion de rappeler cette question. Alors, d'abord, sur le plan géographique, en termes de présentation, il faudra rappeler que le fleuve Niger, qui a une longueur de 4200 km et un débit de 5589 mètres cubes, est le troisième fleuve de l'Afrique de par sa longueur après le Congo et le Nil. Mais ce qu'il faudra rappeler, c'est que le fleuve Niger est le plus important fleuve dans cette partie ouest africaine. Et le fleuve est le 14e fleuve le plus long au monde, de près de 2,2 millions de kilomètres, avec environ 1,5 km de bassins hydrologiques. Donc, sur le plan économique, il est important de rappeler que l'ensemble de ces États, des 9 États, comptent sur l'utilisation économique et l'utilisation stratégique pour faire booster leur économie. Là, sur le plan environnemental, c'est un peu les effets des changements climatiques que nous allons rappeler, et compte tenu de ces questions comment dire, de l'envie de développer sur le plan écologique, le fleuve est quand même confronté à un certain nombre de défis que nous allons rappeler. Maintenant, sur le plan démographique, il est important de rappeler que
selon les données de l'autorité du bassin du Niger, qui est la structure intergouvernementale de gestion du fleuve Niger, près de 200 millions de personnes dépendent directement ou indirectement de ces fleuves-là. Alors, sur le plan historique et culturel, il est important de rappeler que ces fleuves ont joué un grand rôle dans le fondement des grands royaumes et empires, au nombre desquels nous pouvons citer l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, l'Empire de Ségou, l'Empire Songhai. Alors, maintenant, sur le plan géopolitique, nous l'avons rappelé, ceci, le Nigeria qui est, un des États, sinon l'État le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest, qui nous allons rappeler lorsque nous allons toucher les questions de la construction des barrages, qui ne se gênent pas à sortir des misques lorsque le Niger qui est en haut, parce que l'embouchure se trouve au Nigeria. C'est vrai qu'il y a cette question toujours, parce que le fleuve Niger ne fait pas exception des défis que connaissent les autres fleuves internationaux. C'est la compétition entre les États en amont et les États en aval. Forcément, les États qui sont en aval vont se sentir un tout petit peu frustrés à chaque fois que les États en amont entretiennent certaines réalisations qui peuvent un peu compromettre la quantité de l'eau qui sera perçue en aval. Alors, il est important de rappeler, on va parler des contextes de gestion de ces fleuves. D'abord, ce contexte est prédominé par la diversité des acteurs, un certain nombre d'acteurs, parce que les trois activités principales de la population de ces 9 États-là constituent l'élevage, la pêche et l'agriculture. Donc, toutes ces activités ont forcément besoin ou extrêmement besoin de l'eau pour être faites. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une diversité d'acteurs et aussi une diversité des usages. Et un enjeu économique que nous avons rappelé, des défis écologiques, des défis sanitaires, parce que l'eau se dégrade en raison de la pression du changement climatique, si vous voulez, de la pression anthropique, de la pression des pollutions qui sont faites. Il est important de rappeler qu'il y a aussi un défi politique parce que toutes les politiques, toutes les stratégies qui sont mises en œuvre rencontrent un tout petit peu des problèmes dans leur applicabilité. Donc, s'il y a des défis politiques, il va de sorte qu'il y ait forcément des défis juridiques et également des défis institutionnels. Donc, tous ces défis sont couplés à la vulnérabilité au changement climatique qui fait qu'aujourd'hui, la gouvernance du fleuve Niger dans le contexte du changement climatique cause extrêmement des problèmes. Alors, les cadres de gestion. D'abord, il faudra rappeler que la gouvernance du fleuve Niger, malgré les défis que nous avons rencontrés, elle reste prédominée par ce que nous on appelle le pluralisme juridique, parce qu'il n'y a pas une seule catégorie des règles qui gouvernent le fleuve Niger. Le droit moderne qui est venu trouver la coutume, si vous voulez, la tradition des utilisateurs, les pratiques traditionnelles, ne sont pas ou ne veulent pas. C'est pourquoi j'aimais que les règles coutumières coexistent, résistent et persistent. Vous allez voir que dans la plupart des cas, la coutume peut même emporter lorsque il y a un peu coexistence entre droit moderne et règles coutumières. Alors, diversité des cadres, bien sûr, parce que 9 États suppose forcément 9 cadres de gestion. Dans chacun de ces 9 États, vous avez un corps de règles qui s'appliquent à la gestion, à l'utilisation et à la protection. C'est vrai que c'est un seul bassin, mais il y a un certain nombre de cadres. C'est pourquoi nous parlons un peu de la diversité des cadres. Donc, c'est ce qui fait qu'il serait extrêmement difficile de parler d'un cadre cohérent ou d'un cadre homogène de gouvernance du fleuve Niger. Alors, les cadres interétatiques, il faudra rappeler qu'au niveau du bassin, les États, les 9 États se sont réunis et cette prise de conscience a commencé depuis l'indépendance, parce que les premières conférences sur
le fleuve Niger ont eu lieu en 1963. Donc, ça fait 3 ans seulement après les indépendances de la plupart de ces États. Ces États ont pris en main le fleuve Niger comme cadre commun de développement. Mais ce qu'il faudra rappeler, c'est que les premières règles de coopération, les premières règles de gouvernance ne concernaient que la navigation, même si progressivement, ces États vont s'ouvrir à d'autres utilisations. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau interétatique, au niveau du bassin, aujourd'hui, les cadres qui dominent, les cadres de gouvernance qui prédominent ou qui dominent, c'est la charte de l'eau qui a été signée le 30 avril 2008 et qui a 4 annexes. La première annexe de la charte, c'est l'annexe sur la protection de l'environnement du fleuve Niger, l'annexe numéro 2 qui est sur les mesures projetées, l'annexe numéro 3 qui est sur les barrages et l'annexe numéro 4 qui est sur le partage des bénéfices ici des barrages. Donc, au niveau interétatique, nous pouvons dire aujourd'hui que le cadre est dominé par la charte de l'eau qui a été adoptée en 2008. Alors, parlant du cadre institutionnel de gouvernance du fleuve Niger, je viens de rappeler que au niveau interétatique, c'est l'autorité du bassin du Niger qui est, depuis 1964, les 9 États ont mis en place un cadre. À la base, c'était la commission du fleuve Niger. Mais à partir de 1980, à partir de la convention de Farana, ces États ont changé le nom de l'instance qui gouverne au niveau interétatique le fleuve Niger. Des commissions du bassin du Niger, on est devenu à ABN, Autorité du bassin du Niger, dont le siège est à Niamey. Donc, dans chacun de ces 9 États aussi, il est important de rappeler qu'un certain nombre de structures interviennent dans la gouvernance du fleuve Niger. Donc, nous aurons l'occasion ici de rappeler un peu le cadre malien pour édifier un peu les autres cadres. Donc, la structure des bassins, je viens de rappeler que c'est l'ABN, c'est l'autorité du bassin du fleuve Niger, qui n'a pour autre objectif que de mettre en valeur les bassins et de suivre toutes les activités et aussi de coordonner les financements sur le fleuve Niger dans tous les États et d'intervenir dans la résolution des conflits s'il y a des conflits entre ces États. Alors, le cadre national, rappelant qu'au Mali, le gouvernement malien en 2002 a mis en place une agence spéciale de gestion du fleuve Niger qui s'appelle l'ABFN cette fois-ci. C'est l'agence du bassin du fleuve Niger qui est un établissement public à caractère administratif qui relève du ministère de l'Environnement avec une collaboration étroite du ministère de l'Énergie et de l'eau. Maintenant, ce qu'il faudra rappeler ici est que la politique nationale de l'eau est mise en œuvre quand même par le ministère de l'eau. Alors, parlant un tout petit peu de compétences des structures, parce que c'est un peu plusieurs questions lorsqu'on parle de gestion du fleuve Niger en termes structurels. Pour ce qui est de la régulation de l'eau au Mali, ça relève de la Direction nationale de l'hydraulique. Pour ce qui est de l'administration, nous avons rappelé que la politique nationale de l'eau est élaborée et mise en œuvre et contrôlée par le ministère de l'eau. Maintenant, pour ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau, relève forcément du laboratoire, parce qu'on a un laboratoire national de l'eau et aussi qui est aidé par le laboratoire national de la santé. Maintenant, pour tout ce qui concerne les questions de répression, c'est-à-dire des infractions fluviales, ça, c'est de la compétence des eaux et forêts, de la brigade nationale et parfois, s'il s'agit des questions d'assainissement, de la Direction nationale de la pollution et des nuisances. Nous avons aussi quelques organes d'exploitation de l'eau qui fournissent l'eau potable. C'est la Société malienne de gestion de l'eau potable et la Société malienne pour le patrimoine de l'eau potable. Maintenant, pour tout ce qui concerne les questions de recherche, nous avons l'École nationale des ingénieurs, nous avons l'IPR de Katibougou sur des questions d'irrigation, parce que c'est l'institut qui s'occupe des questions agronomiques. Nous avons aussi notre université, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui s'intéresse à toutes les questions sur la gouvernance. Alors, les consommateurs sont aussi présents.
c'est ce qui est extrêmement intéressant parce que la société civile a aussi un grand rôle à jouer dans la gouvernance des ressources. Alors, maintenant, parlons des défis liés au changement climatique. Ce qui est un peu inquiétant, c'est de se dire que le fleuve Niger aujourd'hui est extrêmement sensible aux effets des changements climatiques. Ce n'est pas contestable que l'impact des changements climatiques se voit sur l'eau du fleuve et aussi ses écosystèmes, parce que ces États ont connu des séries de sécheresses, des inondations qui ne cessent pas. Donc, il n'est pas, le doute n'a plus sa place. Comme disent certains scientifiques, la raison a eu raison. Alors, ça va nous permettre de voir un tout petit peu l'évolution des débits du fleuve Niger à partir de 1917 jusqu'à 1997. Vous voyez un tout petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas autant de temps. Je ne crois pas qu'on aura le temps, Valérie, pour mieux expliquer les courbes qui sont là. Peut-être au niveau des questions, nous aurons l'occasion de rappeler ces points, bien sûr. Voilà, donc ici, nous avons des courbes qui nous permettent de nous informer un tout petit peu de l'évolution des débits sur le fleuve Niger. Voilà. Alors, comment rappeler aujourd'hui la souffrance des populations vulnérables? Ce qui est extrêmement, je parle de l'inquiétude, c'est que ces changements climatiques ont plus de répercussions sur des populations rurales qui parfois n'ont même pas cette information sur l'évolution du climat, par exemple. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ces populations rurales n'ont pas cette information climatique, ne sont pas trop en contact avec l'information météorologique afin de s'adapter. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans la plupart des cas, l'hivernage au Mali, traditionnellement, c'est août. Donc, en ce moment, et ce matin, il y a eu une forte pluie à Bamako et nous sommes en mai déjà. Donc, tout ce qui explique un tout petit peu ces petits décalages. Donc, si les paysans n'ont pas cette information ou les pêcheurs ou les éleveurs n'ont pas cette information, ça peut causer, parce qu'ils attendent les mois pour s'aimer. Donc, s'ils n'ont pas l'information que le temps peut changer, et ce qui peut causer, ce qui peut avoir des répercussions sur ces activités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que s'ils ne sont pas adaptés au changement, c'est que certaines utilisations aujourd'hui ne sont pas adaptées ou sont peu adaptées. Des pêcheurs, par exemple, que comment dire, les pratiques anthropiques font aujourd'hui qu'il y a peu de poissons dans les fleuves, qui doivent essayer de s'investir dans la pisciculture. Si jamais il n'y a pas de politique pour les cadrer, les orienter, les soutenir dans ces politiques, ils peuvent migrer, ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire l'exode rural ou ils peuvent prendre le chemin d'ailleurs. Alors, l'avenir du fleuve qui est menacé, ça, c'est pas à dire. Certains se posent la question si le fleuve Niger ne va pas tarir un jour à l'image du lac Tchad. Donc, cette thèse n'est pas à écarter. Si jamais les mesures ne sont pas prises, des politiques ne sont pas adoptées afin de faire de telle sorte que ces fleuves restent pour les générations futures aussi. Parce que la quantité de l'eau diminue et la qualité est à désirer. Donc, l'eau à la base qui a une couleur bleue, voyez-vous, l'eau du fleuve, vous pouvez voir un tout petit dans beaucoup de contrées, est jaune. Donc, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Alors, les moyens d'atténuation. D'abord, nous avons rappelé le premier moyen aujourd'hui d'atténuation des effets du changement climatique, c'est d'adapter les différentes utilisations. Parce que les séries d'utilisation, il est important de les adapter aux aléas climatiques. Le deuxième moyen serait de faire de telle sorte que la gestion intégrée des ressources en eau soit effective, pas de façon embryonnaire, parce que dans la plupart des États,
cette politique est amorcée quand même, hein, la politique est amorcée, elle est là, la gestion intégrée des ressources en eau, mais elle souffre un peu, elle est à l'étape embryon, à l'étape embryonnaire. Et deuxième moyen, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la justice climat, la justice climatique. Et troisième chose, c'est d'intégrer les altérations du climat dans toutes les politiques de développement. Et quatrième point, c'est ce que nous avons appelé les populations les plus vulnérables, les populations rurales doivent avoir l'information et doivent être sensibilisées sur les effets du changement climatique, sur leur activité, parce que c'est des populations qui sont directement touchées par les effets de ces changements climatiques. Alors, dernière mesure, c'est l'intégration du phénomène de changement climatique dans les curricula des ISC, des instituts d'enseignement. Il est intéressant aujourd'hui qu'il y ait que cette question soit abordée dans les curricula des écoles de façon générale. Alors, ce qui manque aux États du bassin du Niger, c'est que nous avons, de façon générale, il ne manque pas, comme dit l'autre, il ne manque pas à l'Afrique l'eau. Ce qui manque aux États du bassin, spécifiquement, puisque c'est notre objet, c'est des infrastructures, des technologies, des institutions fortes et des investissements nécessaires pour mettre en valeur la potentialité hydrique que ces bassins a aujourd'hui. Alors, comme mot de conclusion, c'est vrai que nous avons relevé un certain nombre de défis. Il faudra, comment dire, faire valoir l'optimisme de la raison. C'est dire que ces défis peuvent être surmontés dans la mesure où les 9 États acceptent de se donner la main et d'aborder des questions de gouvernance du fleuve Niger dans un cadre collégial, dans un cadre harmonisé et dans un cadre coopératif. Parce que le grand adage qui dit que l'Égypte est un don du Nil, vous serez d'accord avec moi que sans le fleuve Niger, il serait difficile d'imaginer les 9 États riverains. Sur ce, je vous remercie. Merci de votre aimable attention.